Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition à la une de l'actualité. Ce soir, ce drame à la Médina où l'effondrement d'un immeuble a fait 1 mort et 5 blessés, dont 2 graves. L'accident s'est passé cet après-midi à la rue 39, angle 18. Les sapeurs-pompiers et la police étaient sur place pour évacuer les lieux et assister les victimes. À suivre les précisions tout à l'heure. À Ziguinchor, mort d'Idrissa Goudiaby, sa famille renonce à une 3e expertise évoquée récemment par le parquet. Plus d'1 mois après sa mort, la famille du défunt souligne avoir notifié sa volonté au maître des poursuites afin de disposer du corps pour l'inhumer ce vendredi matin. À suivre tout à l'heure les explications. Grève de 72 heures du syndicat national des agents de l'administration du commerce. C'était du 19 au 21 juillet dernier. Des conséquences non négligeables sur l'économie du pays enregistrées. Le syndicat, qui faisait le bilan de ces 72 heures de grève, annonce un nouveau mot d'ordre le mois prochain. Hivernage des quartiers de la commune de Kaolack sous les eaux. Les habitants qui n'en peuvent plus de vivre pareille situation interpellent leur maire et déplorent son inaction face à leur calvaire. À suivre le reportage d'Adama Sarr dans ce journal. Bienvenue à tous. D'abord, ce drame à la Médina, précisément à la rue 39, angle 18. Une dalle s'est affaissée, faisant 1 mort et 5 blessés, dont 2 graves. Les rescapés de cet accident sont évacués à Gibraltar, à la maison secondaire du maire de Médina. La police et les sapeurs-pompiers étaient sur place pour évacuer les personnes et leurs biens. Écoutons les précisions de Djibi Diallo, sous-préfet de Dakar Plateau, au micro de Ndeye Mariam Gaye. Il y a beaucoup de blessés. Cette famille quand même qui est occupée par plusieurs personnes. On a frôlé le pire parce qu'il y avait déjà une école des maîtres coraniques qui avait 97 enfants, n'est-ce pas? C'est aussitôt que les enfants sont partis pour aller manger que la dalle s'est effondrée. Donc on a frôlé le pire. Il y a eu beaucoup de blessés quand même, mais nous sommes parvenus à les amener au niveau des centres de santé pour leur permettre en tout cas d'avoir les premiers soins qui ont été tous pris en charge par le maire de la commune de Médina. Ensuite, les autres personnes qui occupaient la maison sont prises en charge effectivement par effectivement le maire qui a pris sa maison à Gibraltar pour les mettre à leur disposition. En ce qui nous concerne donc, on a évacué toutes les familles, on est venu au chevet de toutes les personnes blessées. Nous sommes en train de nous atteler à évacuer les bagages pour ensuite voir comment en tout cas démolir les parties qui sont aujourd'hui, qui constituent des risques et voir plus tard comment prendre en charge effectivement le reste des travaux, n'est-ce pas, de démolition. Et puis, mort d'Idrissa Goudiaby à Ziguinchor, sa famille renonce à une 3e expertise évoquée par le procureur lors de sa dernière sortie face à la presse. La famille du défunt souligne vouloir disposer du corps pour l'inhumer au plus tard vendredi à 10h, et le maître des poursuites aurait donné une suite favorable à la requête de la famille Goudiaby. À ce propos, Moustapha Diamé, porte-parole de la famille, au micro d'Assanba. Alhamdulillah tey la ñuy jot yaakaar boo xam ne ni dañuy jot néew mi pour. Par la grâce de Dieu, nous avons reçu les assurances que nous allons bientôt entrer en possession du corps de notre parent Idrissa Goudiaby pour procéder à son inhumation. Nous avons clairement dit au procureur que nous ne sommes pas pour une 3e expertise. Après la première autopsie, c'est nous-mêmes qui avons réclamé une contre-expertise menée par des spécialistes de renom. Ils ont conclu à la mort par balle d'Idrissa Goudiaby. Depuis lors, nous avons fait les pieds et les mains pour disposer du corps, mais en vain. 42 jours d'attente et de souffrance. C'est finalement hier, en sortant du bureau du procureur, que le commissaire nous a appelés pour nous entendre. Nous lui avons répété la même chose que nous avons dit au procureur. Donc, nous vous informons de l'inhumation d'Idrissa Goudiaby vendredi à 10h. Vendredi, la ñuy fase denc ko inchallah rabi vendredi à 10h.
L'actualité, c'est aussi la direction du commerce où le syndicat national des agents de l'administration du commerce a fait le bilan de sa grève du 19 au 21 juillet dernier. Face à la presse, leur porte-parole parle de conséquences non négligeables sur l'économie nationale, même si leurs 5 points de revendication tardent encore à être satisfaits. À cet effet, ils comptent remettre cette grève de 72 heures dès le mois prochain. Le compte-rendu Des revendications non encore satisfaites. 5 points exactement. L'alignement de la rémunération des commissaires aux enquêtes économiques et des contrôleurs du contrôle économique à l'aune des autres sortants de l'École nationale d'administration. La revalorisation salariale des autres agents du ministère du Commerce et des PME. Le recrutement dans la fonction publique des agents temporaires. La dotation suffisante de moyens logistiques pour une poursuite correcte des missions dédiées. Le besoin est estimé à 50 véhicules. Les raisons de la colère des membres du syndicat national des agents de l'administration du commerce. Pour plus de considération, le SYNACOM compte remettre sur le tapis une grève de 3 jours à partir du 10 août prochain. Il s'agit d'une grève totale de 72 heures à partir du mercredi 10 au vendredi 12 août 2022. Qui aura certainement les mêmes conséquences. Une grève qui pourrait avoir des conséquences non négligeables sur l'économie du pays si l'on se fie à Adama Mohamed Mbaye. Le secrétaire général du SYNACOM met en garde. La suppression de toutes les activités d'enquête, de contrôle et de surveillance du marché. La suppression de l'ensemble des opérations de délivrance de documents administratifs. Et enfin, le boycott de toutes les activités de négociation commerciale internationale. Cette situation a entraîné de lourdes pertes pour l'économie sénégalaise, avec notamment le ralentissement des activités portuaires et des frais de surestarie pour les opérateurs évalués à plusieurs centaines de millions. La désorganisation du marché et la dégradation du pouvoir d'achat des consommateurs. Conséquence de la première grève décrétée par le SYNACOM du 19 au 21 juillet dernier. Le syndicat national des agents de l'administration du commerce exige la satisfaction sans délai de sa plateforme revendicative. Parlons politique publique à présent. Une rencontre d'échange sur le dispositif du contenu local et le cadre légal et institutionnel s'est tenue ce matin à Dakar. Une initiative de l'ADPME dont l'objectif est de mettre en œuvre la cohérence des politiques publiques. Pour plus de précisions, les explications de Louis Sarr, il est directeur des ressources et partenariats à l'ADPME, et Goralo, coordonnateur du secrétariat national de suivi du contenu local. Au micro de Mafalfal. Sur le contenu local, afin de mieux maîtriser les tenants et les aboutissements du contenu local qui demeure actuellement un enjeu très important dans un contexte où le Sénégal devra exploiter prochainement du pétrole et du gaz. Donc l'objectif de cet atelier est d'échanger avec l'ADPME qui est dans le domaine de l'accompagnement des entreprises, afin de nouer des synergies avec le secrétariat technique, mais avant de nouer des synergies, mieux comprendre en fait ce que les uns et les autres font pour assurer un bon développement, assurer un bon accompagnement des entreprises. Déjà appuyer le secrétariat national dans la sélection des entreprises, c'est le domaine de la DPME, et profiter de l'expérience technique, de l'expertise du secrétariat technique aussi pour accompagner ces entreprises. La DPME a déjà 20 ans d'expérience, donc 20 ans d'existence. Donc nous avons des outils et des process qui sont très bien maîtrisés. Dans l'accompagnement des entreprises, nous intervenons dans différents domaines à travers le fonds frais partagés pour l'assistance technique, pour la formalisation des entreprises. Et c'est des aspects sur lesquels nous sommes assez outillés pour pouvoir accompagner. Maintenant, après, ce qu'il y a l'enjeu avec le comité technique, c'est de bien sélectionner ces entreprises, de bien les outiller, de bien les capaciter pour qu'elles puissent être présentes et être beaucoup plus compétitives dans un environnement très très concurrentiel. Donc voilà, c'est de capaciter toutes ces entreprises et de pouvoir les accompagner de façon beaucoup plus soutenue. Il y a beaucoup de perspectives. Vous savez que lorsque la loi sur le contenu local a été adoptée, il a été créé un fonds d'appui au développement du contenu local. Ce fonds d'appui au développement du contenu local est un fonds qui doit accompagner les entreprises locales au Sénégal. Quand on parle d'entreprises locales au Sénégal, c'est les entreprises qui sont détenues par des Sénégalais à hauteur de 51% et dont le management est assuré aussi par des Sénégalais. Et pour les accompagner, il faut les capaciter. Nous sommes dans un secteur particulier qui nécessite
beaucoup de capacitation. Le secteur pétrolier et gazier est un secteur, comme je l'ai dit tantôt, particulier qui nécessite donc beaucoup de certifications. Nous devons les accompagner dans cette dynamique et nous avons besoin de l'ensemble des partenaires que nous avons, des partenaires institutionnels, surtout comme l'ADPME, le FONSIS, etc., pour qu'ils nous accompagnent pour mettre en œuvre cette politique de contrôle local. C'est l'occasion de mettre en œuvre la cohérence des politiques publiques au Sénégal et d'échanger entre tous les partenaires institutionnels pour essayer de trouver quand même la solution la plus appropriée pour la mise en œuvre de la politique de contrôle local au Sénégal. Et dans l'actualité judiciaire, le nouveau bâtonnier des avocats pris fonction aujourd'hui, Maître Pape Leyti Ndiaye, passe le flambeau à Maître Mamadou Seck. Le nouveau bâtonnier a magnifié le travail de son prédécesseur et promet une bonne continuité. Les précisions dans ce compte-rendu signé à l'UNSO et Seydina Mbaye. Merci, pardon et courage. Des mots tenus devant le représentant du ministre de la Justice, les avocats, magistrats, toute la famille judiciaire. Maître Pape Leyti Ndiaye passe le relais à Maître Mamadou Seck. Le bâtonnier sortant qui remercie ses pairs se dit honoré d'avoir dirigé l'ordre des avocats. Je pense à tous les acteurs de la justice avec qui j'ai échangé et collaboré dans la paix et la concorde, y compris avec des postures divergentes pendant 3 ans. Aux uns et aux autres, je demanderai, comme il est d'usage chez nous, pardon. Cette requête ne contient pas forcément ni toujours l'aveu d'une faute ou d'un errement quelconque. Il exprime plutôt la reconnaissance de la faillibilité de chacune et de chacun de nous. Le nouveau bâtonnier, séduit par le bilan de son prédécesseur, opte pour la continuité. Il promet de servir avec dévouement et appelle ses confrères au respect des règles de la déontologie. Mes chères consoeurs, mes chers confrères, soyez encore une fois remerciés d'avoir porté votre choix sur ma modeste personne pour vous représenter ces 3 prochaines années. C'est un honneur, c'est une responsabilité. Je m'emploierai à être digne de la confiance que vous m'avez faite, même si je sais que tout ne sera pas parfait. Maître Mamadou Seck est désormais le bâtonnier des avocats pour une durée de 3 ans. La robe noire appelle ses pairs à exercer leurs fonctions dans les règles de déontologie. Et justement, la défiance envers la justice constatée depuis un certain moment est déplorable selon Maître Mamadou Seck. Le nouveau bâtonnier interpelle ses pairs et les magistrats à préserver et à défendre la justice tout en respectant les règles déontologiques et le respect de leurs serments. Maître Mamadou Seck au micro d'Alinso. Dans une société qui rejette même le principe d'autorité, tout en revendiquant avec âpreté le triomphe des droits subjectifs illimités, ce n'est pas le moindre des paradoxes que de voir la justice être constamment sollicitée pour trancher et de la voir aussitôt contestée, voire vilipendée quand elle décide. La défiance des citoyens envers leur justice jette de façon dommageable le soupçon sur une institution qui ne la mérite pas et qui ne doit pas et qui doit être respectée. Nous devons donc, vous magistrats, nous avocats, la préserver et la défendre en nous rappelant à chaque instant le sens de vertu de la justice. Nous devons faire preuve en tout temps, en toutes circonstances, d'une rigueur et d'une déontologie sans faille dans le respect de nos serments et de nos règles respectées.
Et ce mouvement d'humeur à la mairie de Rufisque-Nord après le refus du maire de la commune de réintégrer les agents licenciés. Les syndicalistes ont manifesté devant la municipalité pour exiger le retour en service des agents concernés. Ils demandent au maire d'affecter les agents pour qu'ils puissent travailler. Mbaïso, membre de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités, au micro de Babacar Seck. Pendant que les jeunes perdent leur vie dans les profondeurs de l'océan Atlantique, pendant que les jeunes arrosent de leur sang, le sang chaud du désert du Sahara, ce maire se permet de licencier des travailleurs à tour de bras. Le dernier en date, c'est Ousmane Diakhaté. On a entendu le maire, ou en tout cas un de ses représentants, dire qu'il a renvoyé parce que le bonhomme ne travaillait pas, ce qui n'est pas du tout exact. Pourquoi ce n'est pas exact? Parce que lorsqu'il le renvoyait, il était dans son lieu de travail. Donc on ne peut pas dire que le maire ne peut pas dire que c'est parce que les gens ne travaillent pas. On a demandé au maire, même s'il y a des agents qui ne sont pas affectés, qu'il trouve des postes d'affectation. S'ils sont incapables, si lui est incapable de trouver des postes d'affectation à ces jeunes-là ne peuvent rien faire. On ne peut pas accepter que ce maire-là venu il n'y a même pas un an se permettre de licencier des jeunes rufisquois pendant que le travail fait défaut dans ce pays-là. Nous disons non à cela. Nous disons non au despotisme. Nous disons non à l'anarchie. Donc c'est un deuxième avertissement. On nous avait promis la première fois que la coalition à laquelle appartient le maire allait trouver le moyen de réunir le maire et l'ensemble des travailleurs pour que les solutions soient trouvées. Depuis lors, nous attendons et c'est en vain. C'est pourquoi nous tenons à alerter. L'eau de pluie ne fait pas bon ménage avec certains véhicules, en particulier les taxis. Pour certains de ces véhicules, cela peut créer une humidité tenante qui peut dégager parfois une forte odeur de moisi. L'hygiène n'est pas du tout assurée dans ce cas de figure et si certains conducteurs de taxis préfèrent garer leur véhicule le temps d'entretien, d'autres par contre continuent de travailler avec cette humidité provoquant parfois des complaintes et colère de certains clients qui en subissent les conséquences. C'est un reportage d'Ami Diouf. Padoua, garage des taxis en partance pour Rufisque. Les conducteurs sont à la quête des voyageurs. Difficile d'assurer l'hygiène des taxis à cause des eaux de pluie qui infiltrent l'intérieur. Un problème pour ce conducteur de taxi. Après les pluies, il gare sa voiture pour l'entretenir. Il m'est impossible de travailler en ce moment. Avec les fortes pluies, l'eau est passée par les portes avant de mouiller mes sièges. Ma voiture est au service d'entretien, sinon elle risque d'avoir une odeur à cause de l'humidité. Des fois aussi, l'eau peut passer par le toit et cela mouille également les sièges. Cette humidité causée par les eaux peut dégager une forte odeur. Dans sa voiture, Lamine Fall ne conduit pas durant la pluie pour ne pas abîmer l'intérieur de sa voiture. Quand il pleut, je gare ma voiture. Il m'arrive d'avoir un client qui a des vêtements tout trempés. Mais par la suite, si je prends un autre client, je suis obligé de l'avertir, sinon ses vêtements seront également mouillés. Ce sont les clients qui en subissent les conséquences. Dans un taxi, Khady Diouf s'apprête à partir et selon elle, les conducteurs doivent prévenir les passagers. Les chauffeurs ne nous disent pas quand les sièges sont mouillés. Ils te laissent entrer. C'est après que tu vas t'en rendre compte. C'est vraiment désolant. Quand la voiture est mouillée, tu dois garer et l'entretenir avant de prendre des clients. Normalement, les chaises ou tapis mouillés à cause d'un défaut d'étanchéité du toit ou encore les parapluies laissés dans la voiture provoquent une humidité qui dégage une mauvaise odeur, une situation qui s'avère inconfortable pour les passagers. Et toujours en cette période d'hivernage, plusieurs quartiers de la commune de Kaolack sont sous les eaux. C'est le cas du quartier de Boustan 2 où maisons et ruelles sont envahies par les eaux de pluie. Les populations invitent l'autorité municipale de la commune à réagir face à cette situation invivable. Le reportage d'Adam Massar. Boustan 2,
l'un des quartiers de la commune de Kaolack confronté à des problèmes d'assainissement. Pourtant, selon cet habitant, il y a quelques années, leur quartier n'avait pas de problème d'inondation. Vous savez, à Boustan 2, autant il y avait un marigot qu'on appelait Blanchard. C'est là où se trouvent les maisons-là. On l'a vendu sans autant que les jeunes de Boustan ou bien les Boussanois puissent être au courant. Ils l'ont vendu comme ça. Autant nous jouons ici au football pendant l'hivernage, je vous dis. On jouait au football dans les rues et on n'avait aucun problème. Mais maintenant, on ne peut plus passer ni de jouer au football. Vous savez, vous voyez ça. Ça, on l'a créé avant l'année passée avec Serigne Mboup, la pluie de Serigne Mboup. En ce temps, il n'était pas maire, mais il nous a beaucoup aidé pour nous prêter un pelle qui a fait ça. Et ce que nous voulons, c'est de nous faire un canal bien fait, un canal fermé. C'est pourquoi ce notable du quartier appelle le maire de la commune de Kaolack à leur venir en aide. L'année dernière, Serigne Mboup était venu très tôt nous réparer notre coin là, mais cette année on ne l'a pas vu. Bon, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il y a. Il était venu, il n'était pas maire. Cette année, il est maire, mais jusqu'à présent il n'est pas venu. On se pose la question de savoir mais qu'est-ce qu'il y a. Vraiment, parce que nous sommes liés à des problèmes, même les maisons qui n'étaient pas inondées. Cette année, ils vont inonder parce que ce n'est pas bien fait. On ne l'a pas fait. Et pourtant, il avait envoyé une commission d'assainissement. Cette commission était venue nous demander notre avis. On les a donné notre avis. Mais jusqu'à présent, on ne les a pas vus. On se pose la question de savoir pourquoi. À l'image du quartier de Boustan 2, plusieurs autres quartiers de la commune de Kaolack sont sous les eaux. Reparlons de cette tragédie à la rue 39 angle 18 de la Médina où l'affaissement d'une dalle dans une maison a fait 1 mort et 5 blessés dont 2 graves cet après-midi. Ndeye Mariam Gaye y a fait un tour. Reportage. C'est l'émoi et la consternation à la Médina rue 39 angle 18. La dalle qui s'est affaissée a emporté Mama Rokhaya Dieye, âgée de 17 ans. Il y a également 5 blessés, dont 2 graves. L'oncle de la défunte et témoin du drame revient sur les faits. D'habitude, c'est elle qui accueillait tous les élèves ici. Elle gérait tout et nettoyait tout avant et après même leur départ. Et grava, c'est là que la dalle s'est effondrée. Par la suite, on l'a sortie, mais malheureusement, elle avait déjà perdu la vie. Pourtant, les signes annonciateurs de cette catastrophe ont été perçus bien avant, signale le frère aîné de la victime. Moi, j'ai des moutons ici. J'ai 2 enclos en haut. Un jour, j'ai entendu un bruit bizarre parce qu'une partie du mur avait commencé à bouger. C'est par la suite que je me suis dit que ce n'est plus sûr de traîner par ici. Je l'ai dit à mon père. Je lui ai demandé de démolir et de réfectionner cette partie. Mais malheureusement, il n'avait pas suffisamment d'argent. C'est pourquoi on n'a rien pu faire. Et c'est la volonté divine. Les sapeurs-pompiers ont évacué les bagages et démoli l'autre partie du bâtiment par précaution. Les blessés ont été évacués à l'hôpital Fann ainsi que le corps de la défunte. Formation professionnelle, le 3FPT était en visite chez des établissements partenaires. C'est pour s'assurer de l'effectivité du programme de formation professionnelle de spécialisation. 2400 jeunes ont bénéficié de ce programme dont l'objectif est de permettre ou de pousser ces jeunes vers les formations professionnelles et l'auto-emploi. Mamadou Sy pour plus de précisions. Olon Center et l'Institut sénégalais de la boulangerie et pâtisserie, 2 étapes de la visite de la directrice générale du 3FPT. Sophie Diallo veut s'assurer de l'effectivité du démarrage du programme de certificat professionnel de spécialisation. 2400 bons de formation ont été attribués à des jeunes. Sur place, le constat est promoteur. Cette année, l'objectif est de 3000 personnes et sur ces 3000, 2400 ont déjà été enrôlés. Et aujourd'hui, on a constaté en fait le démarrage de ces formations-là. Aujourd'hui, pour nous, le certificat professionnel de spécialisation pour lesquels nous faisons une visite
est une formation qui a une reconnaissance nationale. Et nous sommes très heureux de voir en fait l'impact de cet accompagnement. Nous avons tenu à avoir un dispositif d'enrôlement et dans ce dispositif d'enrôlement-là, pour chacune de ces formations, nous indiquons quelle est la date de démarrage, quelle est la date de fin de ces formations-là. Olon Center, partenaire du 3FPT, veut mettre en avant des métiers qui sont en adéquation avec les besoins du marché. 140 jeunes bénéficiaires de ce programme sont en formation dans l'établissement. Il y a 140 jeunes sur 2 filières que nous formons présentement et on a démarré. L'objectif des formations que nous proposons au 3FPT par rapport au Canava CPS, on essaie toujours de mettre en avant des métiers qui sont en adéquation avec les besoins du marché. Et aujourd'hui, qu'on soit installateur télécom ou bien câbleur informatique, il y a un besoin réel sur le marché. L'Institut sénégalais de la boulangerie et pâtisserie, de son côté, exprime sa satisfaction dans sa collaboration avec le 3FPT. 150 jeunes ont été orientés dans l'établissement. Ils seront formés dans la boulangerie et la pâtisserie. Cette année, on a reçu 2 cohortes de pâtisserie de 50 et une cohorte de 50 en boulangerie. C'est une formation format APC qui aujourd'hui, au sortir, la personne quand même a des compétences réelles dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie, qui peut être employé, qui peut travailler pour son propre compte. Les bénéficiaires des bourses de formation ne cachent pas leur joie. Pour eux, le 3FPT est une chance. J'ai eu mon bac et j'ai été orientée à l'université Anta Diop de Dakar. J'ai fait 4 ans de philosophie, j'ai cartouché. Je pensais que tous mes rêves se sont réduits en poussière. Mais aujourd'hui, je dis Alhamdulillah Rabbil Alamin parce que j'ai eu la chance d'aller m'inscrire au niveau du 3FPT et ils m'ont octroyé cette bourse. Lorsqu'ils m'ont appelé pour me dire que j'ai eu la bourse, j'ai demandé combien je devrais payer pour les inscriptions. Ils m'ont dit 40 000. C'était encore un souffle nouveau pour moi, encore une fierté pour moi, parce que je savais très bien que si c'était plus de 40 000 ou bien si c'était très cher, je ne pouvais pas payer. Mais avec 40 000, aujourd'hui, je suis là à faire une formation qui est essentiellement pratique, une formation dont après, même si on n'a pas un travail, même si on n'est pas employé, mais on peut entreprendre par soi-même. Donc je dis encore merci au 3FPT. Militaire là, caporal chef en retraite. Je suis un ancien militaire. On s'est organisé en une association. Beaucoup d'entre nous hésitaient pour aller prendre la bourse. Ils me disaient que je n'allais pas l'obtenir. Heureusement, le 3FPT m'a appelé. J'ai obtenu cette bourse et je vais pouvoir faire une formation qui me passionne. Je dis merci au 3FPT. Moi, content trop du 3FPT. Le 3FPT reste ouvert à accompagner les jeunes bénéficiaires des formations dans la mise en œuvre de leurs projets futurs. Pour ce faire, il compte s'appuyer sur la DER. Nous avons aujourd'hui un fort partenariat qui existe entre la DER/FJ et le 3FPT. Donc si au sortir de la formation, les jeunes disent que oui, ils cherchent un financement, nous sommes aujourd'hui en mesure de dire qu'au niveau de la DER/FJ, oui, nous référons ces jeunes-là. Durant cette visite, la directrice du 3FPT a échangé avec les apprenants. Elle repart satisfaite de voir des jeunes se former afin de servir prochainement le pays. Les actualités internationales Burkina Faso. D'abord, la lettre d'excuse de Blaise Compaoré à la famille de Thomas Sankara continue de faire débat. La veuve de Sankara réagit au lendemain de cette demande de pardon formulée par l'ancien président pour les actes qu'il a commis lors de son régime. Mariam Sankara, veuve de Thomas Sankara, selon Jeune Afrique, a dit douter de cette demande de pardon de l'ex-président Compaoré. Et pour Paul Sankara, frère cadet de Thomas Sankara, la meilleure manière pour l'ex-président Blaise Compaoré de demander pardon était de répondre à la justice.
En République démocratique du Congo, 15 morts déplorés dans les manifestations contre la MONUSCO. La communauté internationale condamne ces violences et appelle au calme. Ici à Goma et à Butembo et Beni également, c'est l'accalmie pour le moment avec un renforcement des forces de sécurité congolaises. À Uvira, par contre, dans le sud Kivu, des incidents ont éclaté et 4 manifestants ont péri, électrocutés lors de la chute de fils électriques. La MONUSCO dément avoir tiré le moindre coup de feu de sommation qui ait pu causer cet accident. Enfin, Tunisie, le pays adopte une nouvelle constitution approuvée par 96,4% des participants lors d'un référendum avec 30,5% de participation. Mais les adversaires du président Kais Saied ont de suite accusé le conseil électoral de fraude car, disent-ils, contrôlé par le président lui-même. La plupart d'entre eux avaient d'ailleurs appelé au boycott de ce référendum. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée en compagnie des programmes d'ITV.